Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Et bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui jette un coup de projecteur chaque semaine sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Alors dans ce nouvel épisode, on se penche sur Bérénice de Racine, qui est donnée à partir du 26 mars et jusqu'au 11 mai au Théâtre du Vieux-Colombier, dans une nouvelle mise en scène de Guy Cassirs. Bérénice, peut-être, je dis peut-être, la plus belle des tragédies de Racine est créée en 1670 par un dramaturge de 31 ans, qui est déjà célèbre pour son Andromaque et son Britannicus, Bérénice, triangle amoureux où Titus aime Bérénice aime Titus, Antiochus aime Bérénice qui n'aime pas Antiochus, mais Titus est empereur et Bérénice est reine, et une reine à Rome ne devient pas impératrice. Le drame est là, et les larmes coulent à la place du sang. On dit, hélas, assez souvent. Aragon, dans son roman Aurélien, rend son personnage, lorsqu'il rencontre Bérénice, qu'il trouve d'ailleurs franchement laide, c'est même la première ligne du roman, obsédé par un vers de la tragédie de Racine qui tourne comme ça en boucle dans sa tête. Et ce vers, c'est « Je demeurai longtemps errant dans ses arrêts ». La langue de Racine est dans Bérénice d'une beauté inégalable. Alors comment la dire ? Faut-il s'en protéger ? De tout ça, on va parler avec nos deux invités, Suliane Brahim et Jérémy Lopez. Bonjour. 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 Et merci beaucoup d'être là. Alors on va plonger, oui, dans cette pièce magnifique, dans ce poème sublime dans lequel vous jouez les rôles de Bérénice, Titus et Antiochus, oui, 3 pour 2. Mais avant, j'aurais peut-être aimé qu'on parle ensemble de Guy Cassirs, qui est quand même un metteur en scène que vous avez tous les deux rencontré. C'était en 2021, dans Les démons de Dostoïevski. Et ça fait partie de ces hommes de théâtre qui impriment, je crois, chez le comédien quelque chose de fort. Qui commence ? C'est toi. Guy, c'est une rencontre importante pour moi et pour Suliane, je pense, mais pour tous les gens qu'il a croisés dans la troupe. C'est quelqu'un qui... Ça m'avait fait un peu... J'ai eu ce sentiment avec Eric Ruff quand il montait ses pièces et qu'il fait aussi la scénographie. Guy, c'est quelqu'un qui dirige avec les mots et aussi avec son travail. Donc avec sa scénographie, avec les sons qu'il amène, les lumières qu'il amène et qu'on imagine avant de les avoir. Et aussi, c'est quelqu'un qui fait grandir ses acteurs et ses actrices au moment où le tout prend forme. C'est-à-dire qu'on a une couche de direction et d'échange très très long et très intéressant, très fort, avec lui en répète, donc dans un leurre de décor. Et c'est quelqu'un qui nous fait monter encore d'un niveau quand on rentre dans son univers abouti. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est quelqu'un qui est pour moi vraiment brillant, qui aime... la langue, qui aime les grands textes, et en même temps qui a cette... j'ai dit ça alors qu'il a quand même un âge, il n'a pas 20 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui est aussi innocent, qui a gardé son innocence par rapport au texte. Ça vient aussi de son origine aussi, il n'est pas, comment dire, il adore les grands textes, mais il n'est pas bloqué par le poids de l'histoire. Il est flamand. C'est important pour nous. Oui, il est flamand, oui. Oui. Il est flamand. Pour rebondir sur ce que dit Jérémy, c'est vrai que on avait déjà eu cette... c'est un peu comme des révélations, le moment où on passe de la salle de répétition au plateau, parce que c'est là qu'on comprend ce que Guy avait dans la tête, en fait. Et c'est à la fois... Parce que c'est vrai que c'est très esthétique, c'est une esthétique moderne, très élégante... très belle à regarder. Enfin, je trouve que en tout cas, Les démons, c'était un objet. Il fait attention à la forme, en pensant aussi, je pensais à la place du spectateur, c'est-à-dire comment amener le spectateur avec beaucoup d'élégance à des espaces de réflexion qui deviennent plus politiques et plus dangereux en fait. Mais c'est jamais une forme qui va malmener le spectateur. Et là, je sais que ce que dit Jérémy, c'est qu'on travaille en salle de répétition et on sait déjà que quand on va arriver au Vieux-Colombier, on va découvrir ce qu'il y avait dans sa tête. Et là,
c'est vrai que ça fait monter un peu tout de quelques marches. Et c'est assez étonnant, d'ailleurs, de voir et de comprendre ce qu'il y a dans sa tête. Parce que ça, je pense que même s'il construit beaucoup de choses avec nous, il y a déjà en amont tout ça dans sa tête, en fait. Donc, on ne peut pas imaginer ça de Guy à chaque fois. Donc, et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il travaille sur l'infiniment petit dans sa direction d'acteur. Et ça, je trouve que c'est très, très agréable. Je ne suis pas sûre qu'on travaille comme ça avec des metteurs en scène français. Enfin, je trouve que c'est... En tout cas, avec Guy, c'est comme ça. Et ça, c'est... ce qui fait que c'est un travail à la fois en profondeur, mais très doux. L'air de rien, en fait. Mais petit à petit, j'ai l'impression en fait, de jour après jour et semaine après semaine, en fait, on tisse quelque chose en infiniment petit, quoi. Oui, ça, vous avez dit, oui, peut-être son origine aussi. Vous posez la question de savoir si jamais c'est parce qu'il est peut-être flamand que c'est une autre manière de travailler. Ça me fait penser évidemment à Ivo Vanov ou Lisa Boa-Ubrecht qui ont travaillé ici. Est-ce que vous pensez qu'on peut tirer quelque chose de ça, qu'il y a une forme de, pas d'école, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose de... Ouais, vous sentez ça? Ouais, parce que en fait, et moi j'adore travailler comme ça. Parce que pour eux, enfin, je ne peux pas parler à leur place, mais de l'extérieur ou de l'intérieur en ayant travaillé avec eux, c'est assez clair que le son, la lumière, l'espace et l'acteur, en fait, tout ça va travailler ensemble et tout ne reposera pas en fait sur l'acteur. En revanche, ils ont fait un casting. Pour parler un peu plus en anglais, quoi. Mais je veux dire, ils ont fait une distribution et après, c'est très clair qu'on a notre responsabilité, ils comptent sur nous. Enfin, je veux dire, ça ne sera jamais remis en question. Ils nous laisseront jamais dans la panade, mais on a vraiment, nous, le travail à faire, comme tous les autres corps de métier vont le faire, et que tout ça, ça va être une même chose. Et ça, c'est assez agréable, quand on est acteur, de sentir qu'on est aussi une pièce du puzzle, en fait. Et donc, l'histoire qu'on va raconter, elle va être prise en charge aussi par, d'un seul coup, une lumière, un son, une façon d'avoir pensé l'espace. Et comme ils ont beaucoup de talent, nous, on se sent très à l'aise, en fait, dans cet objet. Donc, ça aide beaucoup, quoi. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir se consacrer pleinement au poème. Ouais, au texte. En fait, on est là pour raconter une histoire, donc pour servir, et Guy le premier, mais on sert un auteur. Et nous, on est là pour servir l'auteur et pour servir l'univers et ce que veut, l'objet de Guy. Et Guy, lui, est là pour construire un objet pour servir l'auteur. Donc en fait, comme dit Suliane, ça nous décharge de beaucoup de choses. Ça nous met aussi ça nous demande une grande responsabilité. Ça nous demande une responsabilité par rapport au texte. Et moi, j'étais très curieux, après avoir vécu les démons avec lui, j'étais très curieux de me confronter à un texte français avec lui. Parce que lui a cette insolence-là, cette naïveté, cette innocence par rapport et ce respect énorme. Et en même temps, cette liberté. Et cette liberté que moi j'envie aux acteurs, aux artistes étrangers. Et nous, on a ce bagage-là qui nous dépasse d'être des acteurs et des actrices français et françaises. Donc, cette rencontre-là, c'est génial à vivre pour ça. C'est-à-dire que lui fait un chemin et nous aussi. Comment dire, c'est une expérience. Mais tout son travail à Guy, on parlait de Vanov mais moi, il me fait beaucoup penser, mais il en avait parlé, je crois, de Bill Viola, cet artiste extraordinaire, où en fait, il se met à la place aussi du spectateur et de la personne qui va vivre une expérience et qui va rentrer dans un univers. Et je pense qu'il interroge beaucoup ça, Guy, dans son travail. Oui, c'est un rapport au temps aussi, Bill Viola. Ouais, exactement. Oui, bien sûr. Et c'est vrai, cette vidéo aussi qui s'invite, ça fait partie de ce que propose Guy Cassirs, qui, je crois, en tout cas parce qu'il a fait beaucoup d'opéra aussi, et je me souviens de lui disant qu'il aimait aussi une sorte de travail polyphonique. Alors évidemment, à l'opéra, c'est une évidence, mais au théâtre aussi, et qu'il arrive
en fait, pour rencontrer les comédiens ou les chanteurs avec une sorte de bibliothèque d'images, de textes, de sons, qui sont comme une sorte de petit patchwork qui donne déjà comme ça un petit peu une idée de ce monde qu'il est en train de construire. Alors, vous, c'est Bérénice, je le disais. Je disais qu'il y avait 3 rôles là en vous deux, donc c'est un renouvellement aussi de ce Bérénice. Vous jouez, vous, Jérémie, à la fois Titus et Antiochus. Vous, Suliane, vous ne jouez que... Bon, que Bérénice. Et on retrouve aussi Alexandre Pavlov, qui a aussi 2 rôles, Arzas et Paulin, qui était aussi d'ailleurs dans Les Démons, si je ne me trompe pas. Et puis Clotilde de Bézère, qui est Phénice, qui est donc votre confidente Bérénice. Alors, ce monde-là qu'il vous propose, c'est lequel dans quel, vous êtes encore en répétition, mais voilà, dans quelle couleur, en tout cas, il vous invite à incarner ce texte? Comment est-ce que vous pourriez définir le monde, même si on a bien compris qu'au plateau, il sera encore un cran au-dessus. Mais est-ce que vous en percevez pour l'instant? Là, vous parliez de Clotilde qui va jouer Phénice. Et ces derniers jours, on se disait vraiment que ce ne sera pas une confidente comme on peut l'entendre, quoi. C'est-à-dire que face à ce corps à 2 têtes, Antiochus Titus, en fait, nous, on commençait à se dire qu'on allait probablement faire aussi un corps à 2 têtes. Donc, il y a quelque chose de plus métaphysique, mental, qui existe dans la pièce. Mais je pense que Guy, effectivement, il va écrire ça aussi dans sa mise en scène et nous inscrire à l'intérieur de ça. Donc, du coup, c'est plus des voix intérieures, mentales, des êtres qui n'arrivent pas à communiquer ensemble et qui soliloquent un petit peu, en fait, jusqu'à ce que les scènes qu'on attend aussi quand on est spectateur arrivent et que ces individus se parlent enfin. Mais tu dirais quoi, Jérémie? C'est un... Comment dire oui, c'est la première fois que vous jouez Racine. Moi, j'avais très envie de... Ouais. Ouais, j'ai de la chance, je suis vraiment heureux parce que je n'avais jamais joué Racine. Et ces dernières années, j'y pensais sans le dire, sans l'exprimer, mais j'avais très envie de jouer Racine. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est l'idée de l'intériorité et de les phrases qu'on a entendues 1000 fois sur Racine, sur le feu à l'intérieur et le froid à l'extérieur. C'est un truc qui m'intéresse parce que moi, le feu, généralement, je le vois plutôt dehors. Et dedans, mais je veux dire, ça sort beaucoup. Et là, l'idée de retenue, l'idée de faire 2 personnages, pour moi, c'est un cadeau énorme parce que ça me permet de faire des zooms sur sur les 2 personnages, de faire des zooms qu'on ne fait pas forcément si on a l'occasion de faire qu'un seul rôle. Là, je peux me permettre de faire des gros zooms. C'est-à-dire des zooms, c'est-à-dire sur quoi? Faire ressortir des contradictions, Oui, exactement. De faire ressortir des contradictions et de... Par exemple, si je ne jouais que Titus, pour avoir la sensation de défendre mon personnage, je le pardonnerais. Je l'excuserais. Donc j'essaierais de le défendre, ce que je fais, mais j'essaierais de le défendre au maximum et de montrer toutes les facettes de Titus. Là, comme je joue Antiochus face à lui, ça me permet de voir les différences entre les deux, entre ces 2 hommes, et donc de zoomer ces différences-là. Donc j'ai l'impression de faire du microscope beaucoup plus fort. Et donc le microscope me permet de grossir certaines choses que je n'aurais pas forcément grossi si je n'avais fait qu'un perso. Voilà. Et l'idée aussi de... Comment dire ? Dans le travail de Guy, j'ai toujours l'impression que on est en train d'entendre des gens qui pensent à haute voix. Et ça, c'est cadeau pour Racine, je trouve. Là, on l'éprouve depuis 4 semaines. C'est un plaisir énorme de penser Racine, en fait, sans avoir de volonté à tout prix de convaincre le public, de démontrer, comment dire, d'hurler ça. Mais de le penser. C'est
hyper agréable. Et lui, Guy a ce talent-là de venir chercher et de venir essayer de choper ça comme un, je sais pas comment dire, comme un chirurgien de l'image ou du sens. Ça, c'est pas nous qui allons aller vers le public en proférant, enfin je sais pas, ou en exultant, parce que pour Guy, le spectateur sera plus voyeur, et du coup faut les laisser venir à nous. Nous, on sera dans notre petite boîte et enfermés dedans, parce que ça, c'est la pièce. Ah bah c'est la règle des 3 unités complètement respectée, de temps, de lieu. Et là, en plus, on est vraiment... comme il y a cette chose mentale, voix intérieure, et ces êtres qui n'arrivent pas à communiquer ensemble. Donc il y a vraiment même quelque chose qui ne va pas passer le 4e mur. En fait, ça va vraiment être un huis clos très intime. Donc le spectateur, c'est lui vraiment qui va venir faire ce nous trajet. regarder au microscope, quoi. Ouais. Et quand vous parliez de cette pensée en marche, c'est vrai que je trouve ça très intéressant, parce que ce vers, dans Bérénice, franchement, il y a des vers qui sont inénarrables, qu'on a pu entendre, c'est vraiment un Racine musicien, qui sont magnifiques. Et je me dis toujours, on peut se perdre aussi dans cette beauté-là, on peut se perdre dans la mélodie et perdre du coup la pensée en marche. Donc vous diriez qu'il y a avec Guy un travail de chercher le naturel en fait dans ce vers? Oui, je crois, oui. Oui, je sais pas ce que tu en penses, mais je sens qu'il veut pas faire de la mélodie. En tout cas, il veut pas qu'il y aura de la mélodie dans le spectacle, parce que ça fait partie de son travail, mais que ça sera pas à nous de tenir ça, de porter ça. Je crois. C'est work in progress. Hein. Bah, bien sûr. Donc, on est. Moi, je l'ai compris il y a 2 jours. Hein. Donc, Et Suliane, vous êtes aussi en ce moment de façon parallèle dans le soulier. Il y a cette beauté du verset claudélien. Donc ici, c'est Racine, c'est une autre beauté. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de distanciation aussi à avoir par rapport à ça, pour pas se laisser gagner aussi peut-être par justement ces musiques? Enfin, il y a une forme d'ivresse, quoi, quand même. Ouais. Bah, de toute façon, Claudel, avec Eric, on l'a travaillé, on l'a abordé comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas parlé du vers claudélien. C'était pas du tout le début, le centre du travail. Et en fait, on était extrêmement libre. On pouvait... Et le fait est qu'à l'arrivée, on se rend compte qu'on a complètement respecté ce qui était écrit, quoi. On a dit ce qui était écrit. Mais ça n'empêchait pas d'être concret, de s'amuser, voilà. Et je pense que c'est un peu pareil avec Racine. En fait, moi là, ce que je découvre, c'est que un peu comme la pièce, quoi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du vers, en fait. Et que si on est trop dans la musique, en fait, on se fait, ou même du coup dans la rime, à un moment donné, on se perd, parce que on n'est que sur le début ou la fin du vers, et on s'empêche d'entendre et de dire ce qui est à l'intérieur. Or en fait, je trouve que ce qui est à l'intérieur du vers, c'est ce qu'il y a de plus actif, c'est ça qui amène le concret, c'est ça qui fait qu'on peut se parler ensemble, etc. Donc voilà, mais work in progress, donc ça c'est pareil, il y a 2 jours. Mais pardon, je pense à une chose aussi, c'est que Guy aussi fait un chemin. Alors j'ai pas connu toute la carrière de Guy, mais il utilise beaucoup la caméra, et là il n'y aura pas de caméra. Donc il y aura des vidéos, mais pas du tout des vidéos basées sur nos visages ou sur nous être en train de filmer en direct. C'est aussi une façon de dire, je pense, que ce zoom-là qu'il cherche, Racine le fait déjà. Oui, il y a une confiance au texte. Ouais, il y a déjà un pas de fait par l'auteur. Et donc, il a je trouve, cette intelligence-là, cette humilité-là de se dire, ça, c'est marrant, ce que je fais habituellement, je n'ai pas besoin de le faire. Il faut que je le fasse autrement. Donc, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que quand on connaît Guy, c'est génial de se dire, ah, là, c'est encore une autre façon de raconter quelque chose. Je pense à ça, parce que je parlais du zoom tout à l'heure. Mais... En fait, c'est aussi que si on se
Enfin, moi, je sais que pendant un petit moment, là, j'étais un peu enfermée j'avais du mal à sortir de la forme du carcan. C'était quand même un carcan, donc au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais imploser. Mais c'est comme, pour rebondir aussi sur Claudel, quoi. C'est-à-dire que quand, en fait, après, Enfin, en tout cas, moi, là, sur Racine, pareil, c'est il y a 2 jours, mais je me suis dit, ça a été écrit il y a tellement longtemps. Et quand, en fait, on se libère de la forme ou de l'héritage qu'on croit qu'on n'a pas, mais qu'on a de fait, parce que c'est de l'alexandrin, parce que c'est Racine et tout, juste après, quand on s'approche un peu, nous aussi, du coup, au microscope du texte, c'est d'une telle modernité. C'est là, même sur les rapports hommes-femmes, sur les histoires d'amour, sur des histoires plus même politiques, parce que même si c'est vraiment... je pense que Guy me disait qu'il n'y a pas dans ce texte de quoi faire... c'est pas une pièce éminemment politique, mais il y a quand même en arrière-fond quelque chose de politique aussi. Mais c'est vrai, quand on laisse la pièce un peu libre de tout ce qui a pu être déjà fait, de tout ce qu'on a pu en dire, c'est vraiment assez forte, quoi, de découvrir que c'est vraiment que ça traverse le temps, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas qu'une idée, c'est que le texte vraiment il pourrait avoir été écrit hier, quoi, aujourd'hui. C'est beau. C'est vrai que ces 5 actes-là, il y a à la fois quelque chose d'immobile et en même temps une progression, mais cette espèce de 2 forces comme ça qui cohabitent, où Bérénice voilà, met 5 actes, quoi, à vivre sa tragédie. Personne ne meurt au bout, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous étreint, de la solitude, de l'impossibilité, et des personnages qui sont tous complexes, parce que vous évoquiez, oui, le politique. Bon, Titus, quand même, il est empereur, il a un rapport assez ambigu au pouvoir, par exemple. Titus le dit. De toute façon, tous les personnages disent ça à un moment donné. Ils parlent d'amour et de bonheur, mais jamais au présent. Donc Titus a été heureux, il a profité, tant qu'il n'avait pas de responsabilité et de pouvoir. Et une fois qu'il a le pouvoir entre les mains, paradoxalement, ça en fait un petit enfant perdu, totalement perdu, fragile, qui peut s'auto-détruire, partir en fumée à tout moment. Donc je le vois plus comme comme une petite flamme de bougie qui peut, s'il y a un petit coup de vent, alors que dans l'inconscient, on se dit mais Titus c'est un héros de guerre et tout. Je pense que c'est plutôt l'inverse, et c'est Antiochus qui porte ça, et qui est un vrai... qui prend des vraies décisions. Mais tous les personnages passent leur temps à ne pas se parler. Alors, c'est étrange, à se parler à soi-même, oui. Et surtout, quand ils sont confrontés à l'autre, à faire l'inverse de ce qu'ils avaient prévu. Mais c'est pour ça que c'est une grande pièce, c'est que c'est le théâtre. C'est des gens. Le théâtre, c'est une scène de théâtre. C'est 2 personnes qui essayent de convaincre l'autre, mais qui sont incapables et qui n'arrivent pas à communiquer, en fait. C'est ça qui fait un nœud de scène. Et là, c'est que ça. C'est que des gens. C'est atroce, parce que c'est très, très douloureux à voir. Des gens qui n'arrivent pas à s'entendre, à se parler, à se mettre d'accord. Et on pourrait dire que tout le monde a tort, tout le monde a raison. En fait, c'est la complexité de l'être humain. On a vraiment le nez là-dedans, quoi. Et aussi la lâcheté humaine, la faiblesse, l'injustice qu'on peut mettre, le tort qu'on met sur les autres. On parle de mort tout le long de la pièce. Je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment envie de mourir. C'est pour voir la réaction que la mort, sa propre mort, vous voyez, pousser les choses aux confins du possible. Ou quand il n'y a plus de solution, parce qu'on n'est pas capable d'assumer, alors on parle de mort comme une fuite, un chantage, une fuite. Mais même l'amour, c'est très compliqué. Mais on a beaucoup parlé de Barthes. Oui, sur Racine, son livre sur Racine. Avec Guy. Et parler de non-sexualité, ça on est en train de l'éprouver. Avec Guy, ce que nous a dit Guy la semaine dernière, c'est qu'on a beaucoup parlé de Barthes au début. On a lu Barthes avant de commencer les répètes. On a parlé de Barthes au début, on l'a lâché. Et on veut confronter, on a commencé à parcourir toute la pièce. Et après, Guy veut confronter ce qu'on a fait à Barthes.
parce que je pense qu'on n'a pas tout suivi. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a un truc où il n'y a pas de... Concrètement, sur le texte, il n'y a pas de relation amoureuse. Il n'y a pas d'amour au présent. Il n'y a pas « je t'aime ». C'est « j'aimais »,« j'ai aimé »,« je vous ai aimé ». Oui, un mot. Ouais. Un mot qui ouais. n'est pas dit, en fait. Il y a pas... Non. Enfin, il y a Antiochus qui dit « oui, non, j'aimais ». Donc, il le dit oui, mais au passé. Ouais. Mais, et c'est toujours « je ». Et il n'y a jamais « nous ». C'est-à-dire que ça ne fonctionne jamais. Le couple, l'idée de fusion ne marche pas, n'existe pas. C'est fou. Et on le ressent d'autant plus, ces manques de termes utilisés. On les ressent parce qu'en fait, Racine, dans cette pièce, utilise très très peu de mots. Moi, je m'en rends compte. Avec les deux rôles. Avec les deux rôles. Ouais. C'est encore plus difficile parce que je me rends compte du manque de mots, donc de la répétition de certains mots et certains termes pour chacun des personnages. Et je dis, ouais, en fait... C'est qu'on est pauvre, en fait, devant cette chose qui nous perd. Oui, en fait. Et en même temps, c'est répéter certains termes, certains mots, pour ne pas en exprimer certains qui ne seront jamais dits dans cette pièce. Oui, ça, parce qu'il y a aussi... ça, je crois qu'il l'a dit, Guy aussi. C'est-à-dire que ils n'arrivent pas à communiquer, comme tu dis aussi, parce que ils se comprennent pas quand ils se parlent, mais il y a aussi le fait de ne pas pouvoir parler, parce que c'est quand même le cas d'Antiochus. Donc il y a ce qui n'arrive pas à être dit, ce qui n'est pas dit, et pour Bérénice, ce qu'elle n'est pas prête à entendre, ce qu'elle n'est pas encore capable d'entendre, et je trouve que c'est ça qui est beau à construire aussi dans la pièce, c'est que petit à petit, elle va finir par l'entendre. Donc ça, je trouve c'est intéressant aussi. Oui, puis même Bérénice, je trouve, elle est celle qui est, j'allais dire, peut-être plus mobile, c'est-à-dire qu'elle va aussi à un moment essayer de proposer peut-être une solution. Enfin, je veux dire, elle s'engage. Elle va essayer alors je sais pas, parce qu'on n'a pas encore fini, il nous reste 3 semaines de répétition. Là, moi, où j'en suis, c'est que c'est le personnage qui, à la fin de la pièce, va dire arrêtons tout ça, je vivrai. Ouais. Donc pour moi, si elle... Mais quand elle lui dit, je veux bien être juste ta concubine, à ce moment-là, si on ne peut pas se marier, par exemple. Ouais, mais c'est tout de même qu'une phrase. C'est dit, hein. Mais, je sais pas, pour moi, c'est quand même un personnage qui est aveuglé. L'amour rend aveugle, hein. Enfin, je ne sais pas, ou pareil, parce qu'elle n'est pas prête à entendre. Mais à un moment donné, pour moi, dans la pièce, elle va rebondir. Mais alors... l'amour, parce c'est vrai que ça parle d'amour, et je trouve que l'amour, c'est aussi une histoire de temps. Ah ben, donc il y a ça aussi, elle n'est pas prête à entendre, et c'est pour ça des fois aussi que les gens se séparent, en fait, parce que l'un n'était peut-être pas prêt, en capacité de parler, où il est là où il est lui ou elle, et puis en face c'est pareil, quoi. Et en fait c'est pas le bon timing. Là, redoublé par le fait qu'en plus il doit être empereur, et que ça rajoute un peu, ça va précipiter les choses, parce qu'il y a un rapport là au temps, il y a quelque chose il y a un mur qui arrive devant eux, mais oui, et puis c'est vrai aussi ce rapport au temps, vous l'évoquiez, Titus, Antiochus peut-être un peu moins, qui sont quand même un peu dans ce passé, et puis en même temps, c'est cette tragédie classique avec ces 3 unités où on est quand même aussi beaucoup dans l'ici et le maintenant, qui nous perd. Alors vous l'avez dit au début, Jérémy, il est aussi scénographe, Guy Cassirs. Donc c'est intéressant aussi de savoir ce qu'il a choisi comme manière de raconter, quel espace en fait il a choisi. Puis quand vous parlez de Barthes, on pense aussi évidemment à l'espace, donc ça l'a forcément fait réfléchir. Mais quel espace il a choisi? Je crois qu'il a choisi une antichambre. Alors moi je me dis, l'antichambre, il y a quelque chose d'assez propre aux confidences, d'assez protecteur, mais peut-être aussi que c'est un endroit où on s'isole. Je ne sais pas si c'est Barthes ou je ne sais pas où j'ai lu ça, mais c'est aussi... l'espace du langage, en fait, le lieu du langage. Donc là, c'est un truc peut-être un petit peu plus psychanalytique, mais je trouve que, en tout cas, il y a ça avec la pièce aussi, en fait. Ce que les personnages vont venir dire dans cet espace qui est celui du langage. Dans d'autres pièces, il y a l'aveu de Phèdre. Et là, alors après, il y a plus de, je trouve,
de monologues du côté des hommes. Donc, que ce soit Antiochus ou Titus. Et donc, il y a... pour moi, ça devient un lieu où on ne vient pas parler à côté d'un psy, mais ça pourrait, quoi, en fait, aussi. Mais sur l'isolement, c'est exactement ça. L'antichambre permet d'isoler les protagonistes du peuple, de l'extérieur, donc de la nature, du soleil ou de la pluie, des éléments de la vie, et aussi, comme j'ai dit, du peuple, surtout pour Titus, et donc du danger que peut engendrer ces décisions. Et l'antichambre, parce qu'en fait, Antiochus le dit tout de suite, de ce côté, c'est les appartements de Bérénice, de l'autre côté, c'est les appartements de Titus. Et au milieu, donc le lieu de la représentation, c'est le lieu où il a même du mal à le dire, où Titus exprime son amour. Donc en fait, l'antichambre, on est chez personne. Donc chez tout le monde. Donc c'est le lieu du chuchotement, c'est le lieu de l'isolement, c'est le lieu de avant d'entrer dans l'intimité de chacun des personnages, en tout cas de Titus. On est au seuil. On est au seuil. Et donc, on parle plus bas, on parle par en dessous, on exprime les choses par en dessous, on appréhende les choses, puisqu'en fait, on s'apprête à rentrer chez quelqu'un. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut appréhender et prévoir. Parce que, là, je l'éprouve, là, mais Titus et Antiochus, à l'inverse, c'est un miroir par rapport à Bérénice, c'est que les hommes prévoient la scène qui va arriver. Ils anticipent. Ils disent, voilà, je suis venu là parce que je vais faire ça. Je vais dire ça. Et ça va se passer comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais et après, ils sont confrontés à leur faiblesse et à leur incapacité d'exprimer ce qu'ils voulaient exprimer. Donc, à leur manque de courage, à leur manque d'intelligence, à leur manque un peu de tout. Et Bérénice fait l'inverse. C'est le lieu où elle subit les rencontres, donc les échanges. Et après, elle, à l'inverse des deux zigotos, elle se retrouve après les scènes dans ce... À débriefer. Cet espace mental, en fait. Dans cet espace, à débriefer avec elle-même et à débriefer avec Phénice en se disant « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je dois en penser de ce que je viens de voir ?» C'est complètement l'inverse. Il y a je trouve une grande différence entre les hommes et les femmes dans la forme de l'écriture. Ah oui, c'est quelque chose que va permettre aussi, quand vous parliez de parler plus bas, c'est quelque chose que permet aussi le resserrement du théâtre du Vieux Colombier. C'est l'endroit du secret aussi. Ouais. Il y a même Antiochus, ça c'est dans la première scène, va lui demander en secret si on peut se parler secrètement. Enfin, ce mot, il revient souvent dans le texte. Et puis la lumière, vous l'avez dit, 24 heures, et le jour qui petit à petit devient la nuit. Et est-ce qu'avec ça, on peut faire un parallèle avec ce que vivent les personnages ? Est-ce qu'eux aussi, petit à petit, plongent dans la nuit ? Je pense que tout ça, on va le découvrir, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est donc au Théâtre du Vieux Colombier à partir du 26 mars. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie ? En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.